Sans tarder, je passe la parole au professeur Heikel. Merci. Je devrais remercier tous les gens de cette salle de me faire l'amitié donc de venir un samedi. On m'a demandé de parler de la polémique sur les produits laitiers. Et c'est une polémique qui est assez particulière parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et je n'ai que 30 minutes, donc je vais essayer un petit peu de vous parler de la polémique et également donc des endroits où j'ai été à chaque fois pour discuter de la polémique avec un certain nombre de personnes, avec un certain nombre de mes collègues étrangers, particulièrement certains de mes collègues français, sur lesquels nous ne partageons absolument pas le même point de vue. Vous allez voir un petit peu ce que dit la science, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes. Je commence toujours par dire, évidemment, on ne revient pas, quand on va parler de la polémique par rapport au lait et les produits laitiers, on ne va pas parler du lait maternel, on ne va pas parler de l'allaitement maternel, c'est la priorité des priorités pour nous, au niveau donc du ministère, ça, on ne revient pas sur ça. On connaît toutes les vertus donc du lait maternel, donc je vais passer très très rapidement, ce n'est pas la peine de parler donc de tout ça, puisque tout ce dont nous allons parler ne concerne absolument pas le lait maternel. Je voudrais uniquement insister sur un certain nombre donc, de faits, parce que vous allez voir la polémique tout à l'heure, elle est surtout sur les facteurs de croissance. Et je vous rappelle que dans le lait maternel, il y a également des facteurs de croissance. Ce n'est pas les mêmes, on va le voir, mais ils existent également dans le lait maternel, ils ont un rôle important. Le colostrum, je pense que là aussi vous le savez, vous allez voir que jusqu'au début donc, de la naissance, jusqu'à 3 ou 5 semaines plus tard, vous allez voir un peu l'évolution également donc, du lait maternel jusqu'au lait mature, avec ce qui va nous intéresser, les macronutriments, mais surtout les micronutriments. Et vous allez voir dans quelle mesure est-ce que le lait, de façon générale, le lait de vache ou les produits laitiers, quel est leur intérêt au-delà de ce que nous connaissons, à savoir donc, le calcium. Voilà par exemple quelques comparaisons entre le lait de vache, le lait pour nourrissons et le lait maternel mature, avec l'intérêt protéines, glucides, lipides, les immunoglobulines. Et vous allez voir tout à l'heure également sur les vitamines essentiellement du groupe B. Voici un petit peu les autres éléments sur le cholestérol, les triglycérides donc, et les lipides. Et je vous ai entouré un petit peu les caractéristiques donc, du lait maternel dans cette circonstance. Je vous rappelle, aussi bien pour le lait maternel que pour les autres laits et les produits laitiers, ce qui est important également, c'est un certain nombre donc, de micronutriments, et particulièrement les vitamines du groupe B, et un certain nombre d'autres vitamines, vous allez le voir dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents types donc, de lait, et on va voir leur impact sur la santé, la polémique? Oui, effectivement, si vous prenez par exemple le lait de chèvre, qui se rapproche le plus du lait de vache, vous allez voir que tous les deux ont la même quantité de calcium, par exemple, et de protéines. Le lait de vache entier est équivalent au lait donc, de chèvre, pour les apports en lipides et en calories, par exemple, alors que le lait de vache, par exemple, il est beaucoup plus riche en vitamine B12 et vitamine donc, B9. Et donc, vous allez voir que dans la majorité des situations, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit entier ou écrémé ou demi-écrémé, c'est beaucoup plus le type donc, de composition. Voici également dans une étude qui a été publiée déjà en 2010, les comparaisons entre les différents donc, types de lait, toujours par rapport essentiellement, vous allez voir, aux macronutriments et aux acides gras essentiels. On va parler de la polémique sur le lait et les produits laitiers, mais il faut l'intégrer, et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a des biais dans un certain nombre d'études épidémiologiques, parce qu'on oublie d'intégrer les autres éléments. On ne pourra pas parler du rôle des produits laitiers ou du lait si on ne l'intègre pas dans le cadre d'une alimentation globale équilibrée. J'insiste essentiellement sur un point fondamental, on ne va pas parler que du calcium, où vous allez voir, et du rôle de la vitamine D, on va parler également des autres micronutriments et des vitamines qui ont un rôle essentiel. Je vous rappelle, ça vous le savez très bien, quels sont les besoins journaliers qui vont varier de 900 mg à 1200 mg, en sachant où est-ce qu'elles sont les sources les plus importantes. Et vous allez le voir tout à l'heure, qu'est-ce qui est intéressant à ce sujet. Je rappelle également que les recommandations de l'OMS disent que nous devrions avoir 90 kg donc, de lait ou produits laitiers par an, et que le Maroc est à ce jour au niveau entre 60 et 65 kg par jour. On est loin de l'Algérie et de la Tunisie.
Ça, je ne vais pas y revenir, tout le monde le sait, tout le monde sait que les produits laitiers, c'est important pour le calcium, etc. C'est pour l'ostéoporose, la solidification des os, mais vous allez voir que c'est bien au-dessus de cela. On voit un petit peu l'évolution au cours de la vie, l'importance du calcium, mais encore une fois, l'importance du calcium est intéressante dès lors que vous l'intégrez dans une alimentation globale, dès lors que vous l'intégrez avec des autres micronutriments, et en particulier, vous allez voir, avec donc, le magnésium et également la vitamine D. Quels sont les apports conseillés? C'est connu, je pense que tous les collègues connaissent un petit peu les apports conseillés en fonction de l'âge, mais on va retenir la moyenne aux alentours donc, de 900 mg pour un sujet adulte et chez les adolescents, 1200 mg. Partout dans les pays d'où vient l'apport donc, en calcium essentiellement. Vous allez le voir, c'est du lait et des produits laitiers. Ou que ce soit en France ou aux États-Unis, ça représente 70% donc, de l'apport, y compris dans le contexte marocain. Et tous les autres éléments ne pourront apporter que de 10 jusqu'à 30% au maximum. Voici un petit peu la teneur en calcium, et à chaque fois on va vous dire voici la teneur en calcium. Mais ce qui est important de retenir dès maintenant, c'est quel est le degré d'absorption du calcium en fonction du type d'aliment. Est-ce que le degré d'absorption du calcium, quand on prend un produit laitier, par exemple par rapport à des épinards ou alors des choux ou alors des amandes, est-ce que le degré d'absorption est le même? Et vous allez voir que c'est complètement différent et qu'on ne peut pas calculer donc de la même manière. Regardez un petit peu les autres sources de calcium. Si vous voyez les sardines en boîte ou si vous voyez le thym, zatar ou la cannelle, vous allez voir que les apports sont extrêmement importants. Mais essayez de manger 100 g de thym ou essayez de manger 100 g donc de cannelle et vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Et comme tout à l'heure, vous allez voir également combien il vous faudrait de tomates pour avoir la quantité de calcium absorbé utile pour vous si vous le comparez par rapport à un verre de lait ou par rapport, par exemple, à 30 g donc, de fromage. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de faire une méta-analyse pour vous de tout ce qui est dernière publication scientifique jusqu'en 2016. Que dit la science dans les revues qui sont indexées, évidemment, les meilleures revues scientifiques, et qu'est-ce qu'elles disent par rapport au lait, aux produits laitiers? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? Quelles sont les controverses? J'ai pris celles qui sont positives, j'ai pris celles qui sont négatives, et ensuite, je vous laisserai juger. C'est à vous donc de juger. Alors voici bien sûr beaucoup de choses sur les réseaux sociaux vont parler du poison blanc. Hein? Le lait, c'est du poison blanc, le sucre, c'est du poison blanc, et le sel, c'est du poison blanc. Bien évidemment, toute chose en excès est nuisible, nous le savons très bien dans notre métier, mais toute chose doit être relative quand vous l'étudiez d'un point de vue scientifique. Alors, première étude que je vous montre, publiée en 2013, la fameuse étude Mona Lisa NUT, qui est une étude assez intéressante que nos amis cardiologues connaissent donc très très bien, puisqu'elle va voir un petit peu quelle est la relation entre les produits laitiers, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies et de façon générale les facteurs de risque cardiovasculaire. Dans cette étude, eh bien, avec un meilleur équilibre alimentaire, eh bien, il y a une réduction donc, du risque cardiovasculaire. Deuxième étude, très connue également, que connaissent très bien mes amis cardiologues, c'est l'étude Monica, publiée dans la revue européenne en 2012. Et là aussi, en fonction des produits laitiers, le lait, les yaourts, le fromage, 51-39% de la réduction donc, du risque cardiovasculaire, mortalité cardiovasculaire, toutes choses par ailleurs étant égales, avec également une réduction de 59% si on prend une association entre les produits laitiers et un certain nombre de fruits et légumes, en général 400 grammes par jour donc de fruits et légumes. Et c'est la mortalité globale liée aux maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le syndrome métabolique et les produits laitiers? Oui, il y a plusieurs études qui ont été faites. J'ai retenu donc les dernières études avec clairement démontré dans la littérature une réduction du risque du syndrome métabolique chez les personnes qui consomment le lait et les produits laitiers. Voici une très belle étude qui a été réalisée en 2015, donc il y a un an, et qui a été donc publiée dans Diabète métabolique et qui a concerné à peu près 32 000 personnes et qui montre une réduction du risque de 15% et pour chaque portion de produits laitiers que vous prenez, une réduction de 12% du risque de syndrome métabolique. Une autre étude également qui a été donc publiée donc récemment, en 2015, dans Journal of Nutrition, et qui voit également quel est le rôle d'un certain nombre de produits laitiers, qui a comparé ce qui est light et pas light par rapport au risque de syndrome métabolique. Voici là aussi, sur 3 années, donc, cette étude, avec la consommation cette fois-ci essentiellement donc, de yaourt, avec une réduction de 22 à 23% du risque de développer le syndrome métabolique, toutes choses par ailleurs
étant égal. Eh bien, une autre étude également en 2011 a dit par quel mécanisme est-ce que les produits laitiers pouvaient agir sur le syndrome métabolique. 4 mécanismes ont été donc reconnus. Le premier, c'est le contrôle de la glycémie par les protéines du lactosérum. Deuxième, la réduction de la tension artérielle par une action inhibitrice sur l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Le contrôle de la tension artérielle par un effet combiné calcium, potassium et magnésium. Et une amélioration du ratio HDL et cholestérol total, clairement démontré dans la littérature. Mais également, et on va le voir tout à l'heure, on a démontré, ça vient d'être publié en 2016, récemment, il y a quelques temps, quelques semaines, sur les peptides bioactifs des produits laitiers et qui vont jouer également un rôle extrêmement important sur le risque cardiovasculaire. Le diabète de type 2. Qu'en est-il, produits laitiers et diabète de type 2? Là aussi, publication 2014, 459 000 individus, 14 études de cohorte prospectives. Eh bien là aussi, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les produits laitiers, dès lors qu'ils ont une faible teneur en acides gras, dès lors qu'ils ont une faible teneur donc en lipides, réduisent le risque de diabète de type 2, toutes choses par ailleurs étant égales, cette réduction pouvant aller jusqu'à 18% donc du diabète de type 2. Étude également publiée par les Américains en 2014 à propos également donc du diabète. Et là aussi, les résultats, 1625 adultes âgés en 40 et 60 ans, une étude de cohorte suivie sur 5 années, et bien là aussi, une réduction de l'incidence, c'est des sujets normaux, des sujets prédiabétiques, le risque de devenir diabétique était réduit donc de 27%. Hypertension artérielle, mon ami Mohamed Alami connaît très bien cette étude, l'étude DASH, qui est une étude qui associe tous les autres paramètres, en particulier l'activité physique, mais également l'apport nutritionnel. Et dans ces cas-là, on a étudié le segment particulier des produits laitiers. Et là aussi, qu'est-ce qu'on a trouvé donc comme association? Significativement, c'est une réduction du risque d'hypertension artérielle, pouvant aller, vous allez voir, de 5 mm de mercure pour la systolique et 3 à 4 mm de mercure pour la diastolique. Voilà l'étude DASH avec 3 portions de produits laitiers avec une réduction significative donc, du risque d'hypertension artérielle et qui a été donc publiée récemment. De façon générale, quelles sont les études qui se sont intéressées aux maladies cardiovasculaires globalement, pas uniquement à l'hypertension artérielle et les produits laitiers? Eh bien, il y a une très belle étude qui a montré qu'il y a une réduction globale du risque donc, de maladies cardiovasculaires. Et ce qui a été fait, encore de façon plus importante, et ça peut vous intéresser, c'est qu'en 2016, il y a eu si vous voulez, une méta-analyse sur 31 études de cohorte visant l'association entre les produits laitiers et le risque de maladies cardiovasculaires, avec une réduction significative d'AVC, presque donc de l'ordre donc de 10%, et dans une autre étude également jusqu'à 31% du risque d'accident vasculaire cérébral. Elle vient d'être publiée par les Britanniques en 2016. L'association hypertension, obésité, diabète et inflammation, là aussi directement lié, le risque a diminué lorsqu'on l'associe avec une consommation de produits laitiers aux alentours entre 2 à 3 produits laitiers par jour. Est-ce que c'est uniquement le calcium qui joue un rôle? Absolument pas. Toutes ces études, je vous ai fait, donc il y a une petite synthèse qui a été publiée en 2014 qui vous montre au-delà donc du calcium, quels sont les autres intervenants, la vitamine D, le calcium, potassium, magnésium, phosphore et ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les peptides bioactifs. Les acides gras également, les acides gras vont jouer un rôle dès lors, effectivement, qu'il s'agit donc d'acides gras qui sont surtout polyinsaturés. La santé osseuse, je vais passer rapidement, ça on le connaissait déjà dans la littérature, même si j'ai essayé de voir toutes les synthèses qui ont été faites au cours des 10 dernières années, ça c'était connu, tout le monde connaît la santé osseuse par rapport aux produits laitiers et par rapport au calcium. Donc je passe assez rapidement. Sur le poids santé, là aussi, c'était très intéressant de constater qu'il n'y a pas une étude qui n'a pas démontré que les produits laitiers étaient importants pour la réduction du poids, toutes choses par ailleurs étant égales. Une étude déjà publiée en 2013 pour les sujets qui sont en surpoids, lorsqu'ils suivaient donc un régime donc correct et qui prenaient des produits laitiers, ça ne les faisait absolument pas grossir. Et ça, c'est une très très belle étude qui a été faite pour le syndrome métabolique, mais également pour voir un petit peu les diètes qui sont riches en produits laitiers par rapport à un seul produit laitier, 3 versus un produit laitier, avec
un apport calorique qui était réduit de 500 kilocalories par jour, ont démontré un impact important sur le syndrome métabolique. Pourquoi? Parce qu'on a également constaté que les personnes qui produisent des produits laitiers, toutes choses par ailleurs étant égales, avaient un rassasiement beaucoup plus important que les autres personnes qui ne prenaient pas de produits laitiers. Une autre étude qui a été faite, qui a été publiée en 2014 également, et qui a montré quel est le rôle donc, des produits donc, laitiers. Et regardez, 3000 adultes, c'était des données de Framingham que vous connaissez tous. Eh bien, ils ont constaté que là aussi, l'augmentation donc, des portions de produits laitiers était significativement associée à une réduction donc, de la perte de poids, évidemment, activité physique et régime nutritionnel adapté, en particulier riche en fruits et légumes de type méditerranéen. Les mécanismes sont connus. Pourquoi? C'est parce qu'on associe souvent uniquement le calcium, alors qu'on sait aujourd'hui que beaucoup d'autres micronutriments jouent un rôle important. J'en ai parlé tout à l'heure, essentiellement donc le magnésium, la vitamine D, mais également le sodium et le potassium. En matière de cancer, que dit la littérature? Que dit la littérature produits laitiers et cancer? Et on s'est intéressé essentiellement à sein, prostate, vessie et côlon. Voici un petit peu ce que disent les études. Pour le cancer colorectal, essentiellement donc chez l'homme, 400 grammes par jour donc, de produits laitiers, ça veut dire à peu près donc 2 verres ou 2 portions, ça réduit de 17% le risque de cancer colorectal. Et si chaque portion supplémentaire de 200 grammes était associée à une réduction supplémentaire de 9% du risque de cancer colorectal. Là aussi, une étude très intéressante qui a été publiée en 2014 avec les produits laitiers en montrant que le rôle de cet apport de calcium donc supplémentaire réduisait le risque de cancer colorectal. Le cancer de la vessie, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur le cancer de la vessie? Oui, très belle méta-analyse qui a été faite et qui a été publiée en 2016, donc récemment par un journal d'épidémiologie, European Journal of Epidemiology, et qui a montré que le risque de cancer donc, de la vessie, c'était 19 études cas témoins pour à peu près donc 8000 sujets, a montré que ça réduisait de façon significative le risque de cancer de la vessie. Toutes choses par ailleurs étant égales, ils ont supprimé les fumeurs. Hein. J'insiste dans cette étude, toutes les personnes qui consommaient, qui étaient fumeurs ou tabagiques ont été supprimées donc, de cette étude. Est-ce que ça joue un rôle entre le lait, le yaourt et le fromage? Eh bien, on a constaté qu'il n'y a pas tellement de différence donc, significative. Cela étant, lorsque vous prenez donc, du yaourt ou vous prenez du fromage, il y a d'autres effets donc, supplémentaires en raison donc, de la fermentation. Cancer du sein, est-ce qu'il y a des études qui ont parlé du cancer du sein et produits laitiers? Oui, il y a quelques études qui en ont parlé. Est-ce qu'il y a une association ou non? Une étude qui a été publiée donc, en 2015. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Étude de cohorte essentiellement, bien entendu. Elle dit que 600 grammes par jour donc, de produits laitiers, donc ça veut dire à peu près 3 portions par jour, réduit de 10% le cancer du sein donc chez la femme, toutes choses par ailleurs étant égales, avec un effet linéaire. Si vous augmentez d'une portion, vous réduisez également donc, le risque. Il y a une relation de dose-effet. Les mécanismes sont connus avec une très belle étude qui vient d'être publiée, je vous la recommande, en 2016, et qui dirait que le calcium, regardez, va intervenir par une régularisation de l'apoptose et de la profilération de la différenciation cellulaire. Et c'est par ce mécanisme qu'il agirait en protégeant contre l'incidence du cancer du sein. Maintenant, mes amis, ça, c'est toutes les études positives. Les meilleures études, les études de cohorte, les études cas témoins, les essais en double aveugle, etc. Mais est-ce qu'il y a plein d'études? J'ai à peu près recensé, au cours des 10 dernières années, à peu près quelque chose comme 232 études, cas témoins ou de cohorte ou d'essais cliniques sur les produits laitiers. Maintenant, combien il y a d'études sur le lait est mauvais pour la santé, le poison? Alors, vous connaissez tous Henri Joyeux, hein, qui est un de nos collègues, hein, qui est très joyeux. Je l'ai rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises, et quand il me voit, il n'est plus joyeux. Vraiment, à chaque fois qu'il me rencontre, il n'est plus joyeux, malheureusement pour lui ou heureusement pour nous. Eh bien, tout le monde connaît les tirades du professeur Joyeux. Tout le monde. Et il dit, le lait c'est fait pour les veaux, c'est pas fait pour les humains ne doivent pas prendre le lait c'est mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce que le lait, il y a des facteurs donc, de croissance, et regardez les facteurs donc, de croissance. Un veau est prédestiné à prendre 300 kg en une année avec ce régime, alors qu'un enfant n'en prendra que 5. Et donc, c'est très mauvais, il ne faut pas en prendre. Nous, on est des scientifiques,
Je me dis, moi j'accepte ce que dit Joyeux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En tant qu'épidémiologiste tordu, épidémiologiste marocain tordu, j'ai vu combien de publications a fait Henri Joyeux sur le lait, les produits laitiers et le risque sur la santé. Et j'ai cherché toutes ces publications au cours des 10 dernières années. Voilà ce que j'ai trouvé. Les 10 dernières années de publications sur le lait et les produits laitiers et le risque pour la santé. Il y a un silence dans la salle. Il n'y a aucune publication sur le lait, les produits laitiers et le risque pour la santé. Il y a des publications « Comment enrayer l'épidémie des cancers du sein et des récidives » édition Rocher 2016. Il y a sur la régénération hépatique en 2012 et l'autre étude que j'ai retrouvée en 2003 sur les annales de chirurgie, parce que Joyeux est un chirurgien, un excellent chirurgien certainement, parce que je ne connais rien à la chirurgie, mesure semi-automatique des différents lobes hépatiques, application à la recherche d'une corrélation entre volume du lobe de foie, une étude sur 50 angioscanners des foies sains. Alors moi, je serais mal placé pour parler de psychiatrie ou de cardiologie ou d'endocrinologie ou de traumatologie. Parce que moi, Jafar Heikel, je n'ai aucune compétence là-dedans. Mais par contre, je fais bien ce que je sais faire. Donc quand quelqu'un vient au Maroc et dit à l'ensemble des Marocains « le lait, c'est très mauvais pour la santé, c'est un poison blanc », je veux bien le croire, j'accepte, je suis un scientifique. Mais je veux des preuves scientifiques. Mais j'ai cherché des preuves scientifiques et j'en ai trouvé quand même. Pas celles de Joyeux, mais j'en ai trouvé. C'est les suivants. British Medical Journal, c'est une revue très sérieuse et qui a publié sur si vous prenez le lait et le risque de mortalité et de fracture donc chez les femmes. Et qui a été publiée, et vous voyez, c'était en 2014. Voici cette étude, donc il faut parler des études positives et des études négatives. Et cette étude était faite auprès de 61 femmes et de 45 000 hommes, avec voir entre la quantité de lait et le risque pour la santé, et en particulier la mortalité et les fractures. Alors voici ce qui s'est passé dans cette étude. C'était une étude de cohorte donc suédoise, très intéressante. Voilà un petit peu qui a montré le nombre de verres de lait et le risque de mortalité. Et regardez les résultats, très intéressants. Vous allez voir, un risque relatif de décès de 90% plus élevé si vous prenez 3 grands verres ou plus de lait, mais je ne sais pas leur lait et leurs verres, comment ils sont par rapport à nos verres. Regardez, c'est 830 grammes par jour. 830 grammes par jour par rapport à celle qui pourra... Je vous rappelle que si vous voulez prendre 830 grammes, avec une chose qu'on a oublié de vous dire à la fin, mais ils l'ont mis à la fin, tu vois, avec les petits astérisques, comme on va vous dire avec les voitures à partir de 90 000 dirhams, petite étoile. Et quand vous allez chercher, vous trouvez que 90 000 dirhams, c'est uniquement les 2 pneus et un guidon, qu'il n'y a rien dedans. C'est exactement la même chose. Eh bien là, effectivement, on a oublié de vous dire que c'était des produits qui étaient enrichis en vitamine A. Que les produits laitiers qui ont été pris étaient enrichis en vitamine A et ils n'ont pas contrôlé pour la vitamine A. Et tout le monde sait qu'un excès en vitamine A peut être nuisible avec un certain nombre d'effets. Donc voici le lien. Aucun lien avec les autres facteurs, uniquement celui-ci, sauf que regardez, 830 grammes par jour de consommation et que le lait était supplémenté en vitamine A. Mais c'est une très belle étude qui a été publiée dans le British Medical Journal. Il faut la prendre comme étude scientifique et il faut qu'on l'accepte nous-mêmes en tant que médecins scientifiques. Deuxième étude qui a été publiée, là aussi, en 2015, et qui a montré une association entre les produits laitiers et le cancer de l'ovaire. Eh bien, elle a regroupé donc 19 études, en fait, sur le cancer, et elle a montré que le cancer était accru de l'ovaire, mais, ça j'ai trouvé ça très intéressant en tant qu'épidémiologiste, à la fin ils ont écrit « mais les résultats ne sont pas statistiquement significatifs ». Alors je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont fait de l'épidémiologie, mais si à la fin on dit c'est associé mais qu'à la fin ce n'est pas statistiquement significatif, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça a été publié en 2015. Très belle étude, bien faite, mais les résultats montrent une tendance, mais ils ne sont pas statistiquement significatifs. Une autre étude également pour le cancer donc de la prostate, là aussi, qui a été publiée en 2013 et qui montre l'association entre les produits laitiers et le cancer donc de la prostate. Très belle étude, mais regardez qu'est-ce qu'il y a dans cette étude. Si vous prenez 2,5 portions donc de produits laitiers, vous augmentez votre risque donc de 12% par rapport à un autre cas, mais attention, ils n'ont pas contrôlé pour les autres aliments qui étaient consommés par cette. Je ne reviendrai pas sur l'intolérance au lactose. Tout le monde dit quand je prends du lait, j'ai mal, j'ai des ballonnements, ça c'est connu, l'intolérance au lactose. Elle est connue. Tout le monde va perdre de la lactase à partir d'un certain âge et c'est normal qu'on ait des perturbations digestives.
Et si vous prenez du yaourt au lait ou du fromage, eh bien, les effets donc diminueront. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense que vous le connaissez, donc très très bien. Mais même, regardez, lorsqu'on a une intolérance au lactose, regardez ce que préconise la Société américaine de pédiatrie et le National Institute of Health, qui est la plus haute instance aux États-Unis. Elle dit, même s'il y a une intolérance au lactose, il ne faut pas arrêter le lait et les produits laitiers. Je veux bien croire que les Américains ont tort, que la Société internationale de pédiatrie a tort, mais c'est les dernières préconisations. En synthèse, je vais terminer, Monsieur le Président, dans 2 minutes. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? 2 minutes. Alors, en synthèse, je ne reviendrai pas sur les partisans. Je pense que le lait est vraiment essentiel et les produits donc, laitiers. Bien sûr, pour les détracteurs, eh bien, le lait va augmenter un risque de maladie. Peut-être qu'on va l'observer dans quelques années. Je ne suis pas le genre de personne qui va vous dire « j'ai un déterminisme, je suis sûr et certain ». Dans l'état actuel de la science, 95% des études démontrent qu'il y a un effet positif sur la santé. Alors, ils sont où les mythes et sont où les réalités? C'est clair, les produits laitiers sont bons pour la santé par rapport aux autres. Le lait est un aliment complexe, c'est sûr peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. Mais regardez si vous voulez remplacer du lait ou du fromage, avec plaisir. Si vous voulez remplacer 250 ml de lait ou de yaourt, c'est 5 baguettes de pain, si vous avez envie, c'est 500 g de chou vert, 8 à 10 assiettes de chou vert, c'est 4 kg de viande de bœuf, si vous avez envie, et 10 assiettes de germes de soja. Il n'y a aucun problème si vous avez envie. Voilà, c'est exactement ça. Si vous avez envie de remplacer votre verre de lait, moi ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ou alors 10 kg de tomates. Là, il n'y a pas de problème, mes amis. Prenez 10 kg de tomates, ça correspond à 3 portions de produits laitiers. Plus la biodisponibilité, regardez, il y a beaucoup de gens qui disent, mais les choux, mais regardez la biodisponibilité des choux par rapport à la teneur. Vous voulez remplacer un verre de lait par des amandes, c'est très bien les amandes. En dehors de l'apport lipidique et calorique, il faut manger à peu près 200 amandes pour remplacer l'équivalent de calcium dans donc les produits laitiers. Voici un peu à votre disposition, regardez, remplacez comme vous souhaitez. 900 grammes, à peu près 1 kg d'épinards. Il faut à peu près 1 kg pour 1 litre de lait. À peu près 3 litres de jus de soja, par contre, si vous avez envie, pour le remplacer. Mes amis, il y a une seule chose qui doit, j'allais dire, driver notre pensée, c'est la science. C'est la science et c'est les données scientifiques. Et je pense que vous connaissez tous cette pyramide scientifique, hein, les études descriptives, les études cas témoins, les études de cohorte, les essais cliniques. Si on a des études de ce type, très très bien. Ou sinon, regardez, on va commencer à nous faire des interdits. Vous vous rappelez de tous les interdits? Le lait, le pain, le fromage, ce que vous voulez. Maintenant, on nous a dit en 2012 le poulet. 2016, pas de viande rouge, pas de sucre, pas de sel, pas de gras. Donc, il faut arrêter tout. La seule chose que je vous recommande de ne jamais arrêter, c'est de continuer à être adhérent de l'ADN et continuer à être membre de l'ADN. Merci Jafar pour ce tour d'horizon et cette mise au point. La parole est à la salle pour 2 petites questions, Monsieur le Président. On a tardé et on a empiété un peu sur le programme. Restez s'il vous plaît, supportez-nous encore une petite heure.